Le matin, un simple décret à Windhoek bouscule un siècle d'habitude et fait trembler les marchés malgré son apparente sobriété. En quelques minutes, la Namibie transforme une annonce administrative en rupture stratégique, révélant l'écart brutal entre l'immobilité politique attendue et l'onde réelle déclenchée. Que devient l'équilibre continental lorsqu'une présidente rompt les codes et réactive un précédent que beaucoup pensaient s'isoler, celui incarné par Ibrahim Traoré? À partir de cet instant, chaque capitale observe la brèche qui s'ouvre et mesure que la stabilité proclamée n'est peut-être plus qu'une façade fragile. Ce récit s'attache à éclairer un tournant souvent résumé à un geste politique alors qu'il s'agit d'un réagencement profond des rapports de force autour des ressources africaines. La promesse centrale est simple: offrir au public une grille de lecture claire, capable de relire un décret précis aux dynamiques économiques, diplomatiques et sociales qui le prolongent, afin de comprendre pourquoi une décision apparemment technique peut modifier l'équilibre d'un continent. Ce choix narratif permet de suivre méthodiquement chaque étape du mouvement initié à Windhoek, des premières secousses du marché aux réactions en chaîne observées dans les capitales voisines, sans transformer l'événement en geste héroïque ni en affrontement caricatural, en révélant progressivement les enjeux réels: contrôle des contrats, partage de la valeur, dépendance ancienne, marge de manœuvre nouvelle. La vidéo propose un cadre où les faits priment sur le bruit, où les chiffres donnent sens au discours et où les décisions politiques retrouvent leur poids concret sur la vie quotidienne des populations, des mines aux villages côtiers. À 11 heures précises, 2 lignes dans un communiqué suffisent à déclencher une secousse mesurable. Les cours de l'uranium vacillent de 3 à 2%, tandis que les marchés de Londres, Pékin et Johannesburg s'agitent comme si un mécanisme ancien venait de céder. Dans le même intervalle, la présidence namibienne confirme la reprise directe du ministère des Mines et de l'Énergie, révélant un basculement dont l'ampleur dépasse largement un remaniement ordinaire. Cette double révélation éclaire un enchaînement causal souvent masqué. Lorsqu'un État riche en diamants, en cuivre, en pétrole et en uranium reprend la main sur ses ressources, l'effet immédiat n'est pas national, mais continental. Les chancelleries s'interrogent, les analystes corrigent leurs courbes, les radios du Sahel diffusent en boucle la même annonce et les habitants de Windhoek comprennent que ce jour ne ressemble à aucun autre. Dans cette dynamique, un précédent ressurgit naturellement, celui d'Ibrahim Traoré, cité dans plusieurs capitales africaines comme preuve qu'un acte de souveraineté peut briser l'inertie sans recourir à l'escalade. Ce rappel n'est ni idéalisation ni comparaison facile. Il s'inscrit dans une chronologie où les décisions isolées commencent à dialoguer entre elles. La journée namibienne apparaît alors sous un angle plus net. Depuis 1990, les infrastructures ont surtout relié les mines aux ports, tandis qu'un chômage de 30% et même 46% chez les jeunes révélait la fragilité d'un modèle extractif vanté pour sa stabilité. Les rapports saluaient l'ordre, mais évitaient la question qui brûlait. Comment un pays exportant des milliards pouvait-il laisser tant de familles dormir le ventre vide? La présidente Nandinto, en reprenant le ministère, ne modifie pas une procédure. Elle réécrit les conditions mêmes de la négociation économique. Le vice-premier ministre destitué, accusé de corruption et de trahison, devient l'exemple tangible d'un système qui échangeait la souveraineté contre des signatures étroites. En quelques heures, le paysage politique se resserre, les lignes diplomatiques se redéfinissent, et l'idée d'une Afrique maîtresse de son sous-sol cesse de flotter dans le symbolique pour entrer dans le champ du possible. Au centre de ce basculement se tient Nandinto, une présidente dont la parole calme masque une détermination méthodique.
Son intervention du matin ne vise pas seulement à clarifier une situation administrative. Elle trace une ligne de conduite destinée à replacer les décisions économiques sous contrôle national, sans emphase inutile. Dans les premières heures, ce choix se traduit par des gestes concrets. Les audits préliminaires jusque-là dispersés sont consolidés. Les services juridiques reçoivent pour instruction de réexaminer les clauses léonines et les administrations locales, longtemps tenues à l'écart, sont sollicitées pour documenter les conditions réelles d'exploitation dans les régions minières. Les premiers témoignages relayés par les médias nationaux donnent une épaisseur humaine à ce mouvement. Un mineur décrit le rythme imposé par des cadres venus de l'étranger. Une mère rappelle que son fils travaille loin de la capitale pour une société dont aucun dirigeant ne vit dans le pays. Une ingénieure explique qu'elle voit enfin une perspective de transformation locale plutôt qu'un simple flux d'exportation. Ensuite, l'effet diplomatique apparaît. Les ambassades contactent leur capitale, les analystes publient des notes prudentes et les entreprises étrangères réévaluent leur position contractuelle. Rien n'indique une panique, mais la mécanique habituelle se grippe. L'hypothèse d'une renégociation cesse d'être théorique. Au point crucial, la question qui se dessine n'est pas celle d'une rupture spectaculaire, mais celle d'un changement d'équilibre. Que signifie, pour un pays habitué aux concessions, de reprendre la maîtrise du rythme et des règles qui gouvernent ses ressources? Le matin commence par un communiqué bref, presque sec. À 8 heures, la présidente confirme la mise à l'écart de son vice-premier ministre, un homme longtemps perçu comme intouchable. L'annonce circule d'abord dans les ministères, puis glisse vers les rédactions. Personne n'ose encore parler de rupture, mais chacun sent que quelque chose se détache des routines admises. À 9 heures, un second message interne apparaît. Les services du ministère des Mines et de l'Énergie doivent désormais relever directement de la présidence. La chaîne hiérarchique bascule en une phrase. Pour commencer, ainsi nommé par un conseiller, réside dans cette simultanéité inattendue. Deux décisions, espacées d'à peine quelques minutes, déplacent le centre de gravité de toute une politique extractive. Les analystes s'interrogent. Effet d'autorité ou préparation longuement mûrie? Les mines, les ports, les compagnies installées depuis des décennies sont soudain reliées à un seul bureau. Le pays réalise que ce matin n'est pas ordinaire. Au point culminant surgit à 11 heures. Le communiqué public paraît, deux phrases seulement. Elles suffisent à faire vaciller l'uranium de 3,2%. Les marchés de Londres, Pékin et Johannesburg ajustent leurs tableaux en temps réel. Les téléphones vibrent dans les ambassades. Les rédactions de radio locales interrompent leurs programmes. Dans le Sahel, là où la radio constitue souvent le seul lien avec le monde, des voix fermes commentent la décision. Une phrase revient. La ressource ne sera plus un cadeau offert à l'extérieur. À 13 heures, les premières analyses étrangères évoquent le risque de contagion. L'expression se répand. Les capitales occidentales s'inquiètent d'un précédent. Les comparaisons affluent. Celle d'Ibrahim Traoré revient naturellement, rappelant qu'un acte souverain peut prendre la forme d'un décret aussi bien qu'une transition brutale. Les écrans de fortune dans certains quartiers de Ouagadougou affichent la séquence namibienne. Le parallèle se dessine sans exagération. L'après-midi s'accélère. À 15 heures, Nandinto apparaît sur les écrans nationaux, sans note visible, sans emphase. Elle affirme que les ressources constituent un patrimoine souverain. Elle prévient: si vous ne travaillez pas pour le peuple namibien, vous serez parti. La phrase tranche. La réaction est immédiate. Les compagnies minières étrangères publient des communiqués prudents. Les marchés ferment plus tôt. Les employés étrangers quittent leur bureau sans attendre la fin de journée.
Dans la foulée, s'installent alors les ministères réorganisent leurs équipes. Les audits ressortent des tiroirs. Les juristes relisent les contrats depuis 1990. Chaque signature, chaque concession, chaque clause non publiée devient un objet d'examen. Le soir, un second communiqué annonce la création d'une commission spéciale composée d'économistes, de géologues et de juristes. Son ordre est clair: tracer chaque dollar, chaque avantage, chaque transfert. Les télévisions locales diffusent des témoignages de mineurs, de pêcheurs, de familles. La décision trouve des visages. Dans les villages, la nouvelle se répand par radios interposées. Dans les capitales voisines, les cabinets convoquent leurs ministres des Mines. Et dans tout le pays, l'idée s'installe. Ce jour-là, la souveraineté n'a pas été proclamée, elle a été pratiquée. La journée namibienne ne peut être comprise sans revenir aux chiffres qui en forment la colonne vertébrale. Le premier ensemble de données est brut, massif, implacable. Près de 2000 tonnes d'uranium extraites chaque année, environ 1,4 million de carats de diamants, plus de 5 milliards de dollars issus des minerais exportés. Ces volumes dessinent l'ossature économique du pays, mais ils racontent surtout une disproportion persistante. Des ressources considérables et pourtant une marge de décision longtemps limitée. L'explication tient en une phrase de 10 mots. Les contrats ont figé la valeur loin du territoire namibien. Une autre perspective apparaît lorsqu'on observe le second groupe de chiffres. Le taux de chômage de 30% avec un pic de 46% chez les jeunes révèle une réalité que les rapports internationaux commentent rarement. Chaque point de pourcentage traduit des milliers de vies suspendues, des études interrompues, des familles dépendantes d'un marché extractif qui ne diffuse pas la richesse qu'il génère. Ce Lantoa quoi ces données est simple. Un secteur prospère ne garantit rien lorsqu'il n'irrigue pas sa société. À partir de là, le troisième ensemble se dévoile. Les multinationales rapatriaient plus de 40 milliards de dollars de profits et dividendes entre 1995 et 2024, selon les audits préliminaires cités par la présidence. Le chiffre paraît presque théorique tant il est élevé, mais il résume un phénomène clair. La valeur quittait le territoire au même rythme que les minerais. Chaque dollar extrait du sous-sol était suivi, dans la plupart des cas, d'un dollar quittant les comptes nationaux. La phrase explicative, elle aussi en 10 mots, s'impose. La richesse produite échappait au contrôle institutionnel namibien. Dans cette structure, le geste de Nandinto devient un point de bascule logique. Elle n'ajoute pas un chiffre à la série, elle modifie son sens. Elle impose que 20% des bénéfices futurs restent investis dans la transformation locale, une clause déjà expérimentée au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, où la nationalisation partielle avait réorganisé le partage de la valeur. Tout d'abord, ce lien entre les deux pays n'est pas un parallèle forcé. Il montre que la souveraineté économique est un procédé mesurable, non un slogan. Il indique qu'un modèle peut voyager lorsque les données qui le soutiennent demeurent cohérentes. Par la suite, les effets potentiels apparaissent dans les projections prudentes de la Banque africaine de développement. Si la Namibie récupère 15% supplémentaires de ses revenus miniers, son PIB pourrait croître d'environ 3,8% par an sans aide extérieure. L'estimation n'est pas révolutionnaire. Elle décrit simplement l'effet mécanique d'un rééquilibrage. La phrase de conclusion du groupe de données respecte ton cadre. Plus de revenus internes signifie plus de leviers politiques disponibles. Tuinien, la bataille ne se limite pas aux chiffres spectaculaires. Elle se joue aussi dans les marges. Les exemptions fiscales parfois étalées sur 20 ans, les clauses d'arbitrage privant les juridictions locales de compétences, les accords non
non publiés malgré les obligations légales. Chacun de ces éléments, pris isolément, paraît technique. Rassemblés, ils dessinent le modèle que la présidente cherche à refermer. Au fil de cette partie, la cohérence se renforce. Les trois ensembles numériques montrent que la décision de Windhoek n'est pas improvisée. Elle est construite sur une lecture rigoureuse du passé récent, sur une compréhension précise des flux et sur l'idée que la souveraineté se prouve par la maîtrise des données. Et dans ce cadre, la Namibie n'annonce pas une rupture idéologique. Elle propose une équation. Les critiques formulées dans les chancelleries et les conseils d'investisseurs reposent sur une logique précise qu'il faut prendre au sérieux avant de lui répondre. Le premier argument avance qu'une rupture avec les capitaux étrangers ferait peser un risque immédiat sur l'emploi, la technologie et les financements nécessaires à l'exploitation des ressources. Selon cette lecture, les multinationales restent les seules capables de supporter les coûts lourds d'infrastructures et de recherche, ce qui ferait de leur retrait un choc direct pour l'économie namibienne. Un second argument, plus diplomatique, affirme qu'une nation enclavée entre des puissances régionales ne peut se permettre d'irriter ses partenaires traditionnels. Dans cette perspective, tout geste de souveraineté trop affirmé serait interprété comme une provocation, menant à un isolement économique qui déséquilibrerait davantage un pays déjà sous tension sociale. Une autre perspective révèle un troisième point souvent mentionné dans les milieux financiers. Les décisions rapides créeraient une incertitude réglementaire qui dissuaderait les investisseurs les plus prudents. Sans visibilité contractuelle stable, affirme-t-il, aucune entreprise ne s'engagerait durablement dans la transformation locale ou dans des transferts de technologie. Ces arguments, posés ainsi, paraissent solides. Pourtant, la réponse de Nandinto s'appuie sur les mêmes données que celles utilisées par ses détracteurs. Elle rappelle que l'incertitude ne provient pas d'un contrôle accru de l'État, mais des soupçons d'opacité accumulés pendant des décennies. Elle souligne que la stabilité recherchée par les investisseurs dépend d'abord de la lisibilité des règles, non du maintien de contrats déséquilibrés. Elle démontre que les accords en vigueur n'ont pas produit la prospérité promise malgré des années de concessions présentées comme pragmatiques. Le précédent burkinabé associé à Ibrahim Traoré sert ici de point d'appui factuel. Lorsque les litiges liés aux ressources ont été replacés sous juridiction nationale, les sanctions annoncées n'ont pas entraîné l'effondrement prédit. Elles ont accéléré une réorientation régionale, prouvant qu'un pays peut ajuster son équilibre économique sans céder au fatalisme. À partir de là, la réponse devient cohérente. La souveraineté n'est pas un geste contre le marché, mais un cadre permettant au marché de fonctionner sans siphonner la valeur produite localement. Elle ne cherche pas à rompre les partenariats, mais à les ancrer dans des règles transparentes, mesurables, négociées à hauteur de nation. La ligne vient de bouger. En 10 secondes, ce constat s'impose dans les rédactions, les ministères et les sièges d'entreprise. Ce qui paraissait réversible devient un point fixe autour duquel tout le reste doit se recalculer. L'annonce de Nandinto n'est plus seulement un acte juridique, elle devient un révélateur, un test grandeur nature de la capacité d'un État africain à reprendre la main sur ses ressources sans déclencher l'effondrement redouté. Par ailleurs, l'onde de choc se propage au-delà de Windhoek. Les capitales voisines convoquent leurs ministres des mines. Les analystes mettent à jour leurs modèles. Les compagnies minières réévaluent leurs risques contractuels. Ce déplacement soudain réactive naturellement le précédent d'Ibrahim Traoré, dont la décision de replacer les litiges économiques sous juridiction nationale avait déjà déstabilisé le vieux schéma extractif du Sahel. Le parallèle n'exagère rien. Deux pays, deux méthodes, une même logique de reconquête institutionnelle. À partir de là, la brèche devient visible. Dans les universités, les étudiants organisent des cercles de lecture des contrats.
Dans les villages, les radios rediffusent la phrase de la présidente promettant que les richesses ne quitteront plus le pays sans contrepartie. Dans les entreprises publiques, les équipes réexaminent leur budget avec un sérieux nouveau. Ce moment ne décrit pas un triomphe, il marque un renversement silencieux. La peur recule, la parole s'affirme, et la souveraineté cesse d'être un horizon flou pour devenir une pratique mesurable. L'impact de la décision namibienne se mesure d'abord dans les niveaux nationaux, NN, où l'État redéfinit ses mécanismes d'action. Les ministères réorganisent leurs priorités budgétaires, gelant les fonds et NITSA destinés aux partenariats de facilitation pour les rediriger vers la transformation locale. Les administrations régionales, longtemps cantonnées à des rôles périphériques, sont sollicitées pour documenter les conditions réelles d'exploitation et signaler les zones où les anciennes concessions avaient créé des déséquilibres durables. Par ailleurs, la révision des contrats ouvre une perspective nouvelle. Chaque clause réévaluée renforce la capacité du pays à peser sur la chaîne de valeur plutôt qu'à la subir. Du côté des entreprises DN, l'effet est immédiat. Les compagnies minières étrangères reclassent leurs investissements selon trois scénarios internes, mesurant le risque d'une renégociation qui pourrait modifier leurs marges. Certaines accélèrent leur programme de conformité pour anticiper la création de la commission spéciale annoncée le soir même. D'autres, plus prudentes, suspendent temporairement leur projet d'extension en attendant une visibilité juridique plus stable. Tuinien, aucune panique généralisée ne se produit. Les marchés ajustent leurs courbes mais constatent que les opérations continuent, signe que la souveraineté déclarée ne s'accompagne pas d'un chaos réglementaire. Dans les groupes de la société civile, ND, les effets prennent une dimension humaine palpable. Les mineurs décrivent un changement subtil mais réel, la possibilité que leur travail n'alimente plus uniquement des profits expatriés, mais soutiennent enfin les infrastructures locales. Les pêcheurs côtiers rappellent que les licences étrangères avaient vidé certaines zones maritimes et voient dans la réforme un espoir de rééquilibrage. Les étudiants, eux, organisent des clubs de lecture de contrats, signe qu'une génération habituée à observer de loin les décisions économiques se sent désormais autorisée à en comprendre les mécanismes. Une autre perspective, les ONG locales constatent une hausse des demandes d'information publique, preuve que la transparence commence à devenir un réflexe social plutôt qu'un discours institutionnel. Au niveau région KVV, les répercussions s'étendent rapidement. Le Botswana, l'Angola et le Mozambique suivent l'évolution du dossier avec une attention stratégique, évaluant la possibilité d'adopter des clauses similaires dans leurs propres contrats extractifs. Les capitales de la région diffusent des notes diplomatiques où apparaît spontanément le précédent d'Ibrahim Traoré, rappelé comme exemple d'un pays ayant déjà replacé les litiges économiques sous autorité nationale sans provoquer l'effondrement annoncé. Ce parallèle nourrit un phénomène plus large, la perception qu'une série de gestes isolés pourrait, à terme, former une doctrine continentale de souveraineté contractuelle. À partir de là, l'ensemble des conséquences esquisse une réalité nouvelle. Le pays ne renverse pas le système mondial, mais s'y installe autrement. La région ne rompt pas avec ses partenaires, mais redéfinit les termes de la conversation. Et la population ne rêve pas d'un futur abstrait. Elle mesure, pour la première fois depuis longtemps, que les décisions prises au sommet peuvent redessiner des vies concrètes. Le premier scénario, celui de base, repose sur une évolution maîtrisée où chaque acteur joue sa partition sans excès. Si la commission spéciale avance selon le calendrier prévu, les audits publiés créent un socle de lisibilité qui rassure les investisseurs prudents. Dans ce cas, les compagnies minières acceptent de renégocier certaines clauses, redevances, transformation locale, obligations de formation,
en échange d'un environnement juridique plus clair. Par ailleurs, l'État gagne un levier supplémentaire sans provoquer de rupture brutale. Les flux économiques continuent, mais sous des règles mieux équilibrées. Si cette trajectoire se maintient, la Namibie ne renverse pas le système. Elle le déplace légèrement, suffisamment pour reprendre une partie de la valeur qui lui échappait. Le second scénario, plus optimiste, suppose une dynamique régionale. À mesure que les clauses de transparence et de contrôle national entrent en vigueur, d'autres pays riches en ressources examinent le modèle namibien, comme le Burkina Faso l'avait fait sous Ibrahim Traoré lorsqu'il avait replacé certains litiges sous juridiction nationale. Dans cette configuration, la Namibie devient une référence institutionnelle, un pays capable de prouver qu'une voie non militaire peut conduire à la reconquête économique. Les investisseurs, loin de fuir, réévaluent leur stratégie pour intégrer cette nouvelle donne africaine. Si plusieurs États voisins harmonisent leurs standards contractuels, un bloc régional émergerait, capable de négocier autrement avec les acteurs mondiaux. Le troisième scénario, le plus contraint, découle d'une pression conjointe. Arbitrages internationaux défavorables, lobbyisme de compagnies menacées, résistance d'élites locales attachées aux anciens arrangements. Si ces forces s'alignent, la marge de manœuvre de l'État se réduit, la monnaie se tend et les projections sociales s'assombrissent. Dans un tel contexte, l'opposition accuserait la présidente d'avoir sacrifié une stabilité fragile à une souveraineté trop ambitieuse. Tuinien, même dans ce cas, la logique du processus demeure. La transparence et le contrôle national, une fois enclenchés, restent difficiles à effacer. À partir de là, une recommandation s'impose. Lire la souveraineté non comme un événement ponctuel, mais comme une série d'étapes cumulatives. Si la Namibie avance méthode après méthode, audit, renégociation, transparence, compétence, les secousses conjoncturelles n'annulent pas la trajectoire. Et au terme de 12 mois, ce n'est pas le bruit diplomatique qui comptera, mais la cohérence des choix posés. Ce qui se joue en Namibie ne demeure pas un débat lointain réservé aux experts ou aux chancelleries. Il touche directement trois cercles auxquels des millions de personnes peuvent se reconnaître. Le premier cercle rassemble celles et ceux qui vivent au contact immédiat des ressources, les mineurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Leur quotidien reflète la contradiction centrale du pays. Travailler sur une terre riche, mais rentrer avec des revenus qui peinent à couvrir les besoins essentiels. Lorsque Nandinto affirme que les bénéfices devront désormais rester en partie dans les communautés, ce n'est pas une promesse abstraite, c'est la possibilité concrète de routes praticables, d'écoles entretenues, de dispensaires alimentés régulièrement. Par ailleurs, la génération urbaine forme le second cercle. Étudiants, jeunes diplômés, travailleurs précaires, ils observent les annonces non comme un geste symbolique, mais comme un indicateur de leur avenir immédiat. Beaucoup ont grandi en voyant les minerais quitter le pays tandis que leurs propres opportunités restaient limitées. Ils suivent ces réformes avec une question simple. Un pays capable de contrôler ses ressources peut-il devenir un pays capable de retenir ses talents? Leur implication grandissante, clubs de lecture de contrats, initiatives citoyennes, débats universitaires, montrent que la souveraineté contractuelle crée aussi une souveraineté intellectuelle. À partir de là apparaît le troisième cercle, ceux qui regardent depuis d'autres pays, parfois éloignés de Windhoek, parfois très proches. Ils reconnaissent un problème familier, des décisions prises loin de leur réalité immédiate influencent pourtant leur capacité à vivre dignement. Ce qu'entreprend la Namibie réveille alors une intuition commune. Les clauses, les chiffres et les budgets ne sont jamais neutres. Ils déterminent silencieusement la trajectoire des générations.
Au point crucial, cette histoire invite chacun à mesurer ce qu'il accepterait encore que l'on décide en son nom sans transparence. Elle ne dicte aucune position politique. Elle propose un miroir où chacun peut observer ce qui, dans sa propre société, mériterait d'être repris en main. La présidente sait qu'un discours ne suffit pas. Seul un plan mesurable peut transformer une rupture en trajectoire durable. Le premier pilier repose sur l'audit intégral de chaque contrat minier et énergétique signé depuis 1990. Les documents seront publiés dans un registre accessible accompagné d'un indicateur simple, la part réelle des redevances qui atteint le budget national. Cette transparence, déjà testée au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, n'est pas un geste symbolique. Elle crée une base de confiance vérifiable. Ensuite vient la renégociation progressive. Secteur par secteur, les accords devront intégrer des obligations de transformation locale, des transferts de compétences et des clauses environnementales évaluées tous les 3 ans. Par ailleurs, les entreprises disposeront d'une visibilité contractuelle claire, ce qui limite l'incertitude souvent citée par leurs représentants. Par la suite, le pays activera un fonds souverain alimenté par une part fixe des revenus miniers. Les ressources financeront des écoles, des infrastructures de santé et des routes reliant les villages entre eux, et non uniquement les mines au port. L'objectif est de créer un effet de diffusion visible, mesurable, difficile à détourner. Le quatrième pilier concerne la montée en compétences. Bourser pour ingénieurs, école technique proche des sites miniers, accords d'aide universitaires pour former géologues et juristes spécialisés. Chaque programme sera accompagné d'un indicateur public, du nombre d'étudiants formés au pourcentage de postes techniques désormais occupés par des Namibiens. Enfin, la stratégie inclut une alliance régionale destinée à harmoniser les standards contractuels. Ici encore, l'expérience d'Ibrahim Traoré sert de repère. La souveraineté n'est pas un isolement, mais une coordination entre pairs capables d'imposer des règles communes. À partir de là, la méthode devient lisible. 5 étapes, 5 séries d'indicateurs, une ambition unique, rendre la souveraineté praticable et durable. Lorsque l'on repense à cette journée à Windhoek, ce ne sont pas les courbes des marchés ni les communiqués successifs qui s'imposent d'abord, mais une image simple. Une femme de 72 ans debout derrière un pupitre, le regard ferme, rappelant que les ressources d'un pays ne sont pas un accident géologique, mais un droit collectif. Sa voix rencontre alors celle que l'on avait entendue plus tôt. Le mineur décrivant la poussière d'uranium, la mère parlant de son fils à des heures de la capitale, l'ingénieur voyant enfin la possibilité de transformer sur place ce qui partait autrefois à l'étranger. Ce fil discret relie les récits et il rejoint naturellement celui tissé au Sahel lorsqu'Ibrahim Traoré affirmait que la souveraineté n'est pas un symbole mais un acte. Deux trajectoires différentes, deux pays éloignés, mais une même idée qui circule entre les visages anonymes. Reprendre la maîtrise de ce qui leur appartenait déjà. Par ailleurs, ce moment suspendu révèle quelque chose d'essentiel. La dignité ne naît pas des slogans, mais de la capacité d'un peuple à se reconnaître dans les décisions prises en son nom. Au point crucial, une phrase s'impose, nette, sans détour. La souveraineté commence quand la peur recule. Au moment où l'écran s'apprête à s'éteindre, il reste pourtant quelque chose entre les mains de chacun. La possibilité de ne pas laisser ce récit se dissoudre dans le flot des nouvelles rapides. Chacun peut choisir d'observer ce qui se joue à Windhoek, de suivre les voix venues d'Ouagadougou, d'examiner les chiffres, les clauses, les décisions qui façonnent silencieusement l'avenir d'un pays. Par ailleurs, discuter, questionner, partager ces informations n'est pas un geste anodin. C'est une manière de refuser que les enjeux de souveraineté soient réservés aux experts ou consignés dans des rapports que personne ne lit. À partir de là, cette chaîne devient un lieu où l'on peut confronter calmement les idées, comprendre les trajectoires, éclairer
ce qui souvent reste hors champ. Écrire un mot, poser une question, relier cette histoire à son propre pays prolonge la conversation entamée par Nandinto et par ceux qui, comme Ibrahim Traoré, ont rappelé que la dignité n'est jamais négociable. Au point crucial, une invitation simple. Que retenez-vous de ce voyage entre Windhoek et Ouagadougou et quelle place souhaitez-vous donner chez vous aux richesses qui dorment sous vos pieds?